Bonjour à tous, bonjour aux nombreuses personnes qui nous rejoignent actuellement sur le webinaire. Nous allons commencer dans les temps pour une fois et donc ne pas attendre les retardataires car notre timing est assez important. Pour commencer, donc, je vais d'abord vous souhaiter une très bonne année à tous et bienvenue pour ce premier jeudi de la FREF de 2022 dédié au tiers-lieu. Je me présente d'abord, je suis Frédéric Ducasse, trésorier de la FREF. Par ailleurs, je suis consultant en digital learning et également porteur d'un projet de tiers-lieu itinérant en région Normandie. Et c'est donc à plusieurs titres professionnels que la thématique que nous développons aujourd'hui me tient à cœur. Voilà. J'ai préparé ce jeudi avec Catherine, je te laisse te présenter. Donc, Catherine Nasser, je suis secrétaire bénévole de l'Association française de réflexion et d'échange sur la formation professionnelle, dite AFREF. Je vous rappelle que l'AFREF est une association qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles et grâce à ses adhérents. Donc, pour le faire court, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis, évidemment, à vous impliquer, comme l'a fait aujourd'hui Frédéric, pour préparer cette journée. Donc mon rôle à moi sera d'animer, mais de façon très light, puisque nous avons plusieurs interventions. Les intervenants vont dérouler leur intervention et moi je serai surtout la gardienne du temps et je vous donnerai la parole pour que nous puissions avoir des échanges, des débats riches sur les relations tiers-lieux et organismes de formation. Je n'en dis pas plus. Petit mot d'abord quand même sur la FREF. Je tenais à repréciser ce qu'est la FREF, notamment pour les personnes du webinaire, parce que vous êtes nombreux qui ne connaissaient pas la FREF. Dans les inscrits, on a vu effectivement de très nombreuses nouvelles personnes. Donc la FREF, c'est, comme son nom l'indique, Association française de réflexion et d'échange pour la formation, un lieu de veille, d'échange, de réflexion, de recherche sur la formation continue tout au long de la vie. La FREF essaye d'engager les différents acteurs, qu'ils soient institutionnels, privés, des organismes de formation, sur le plan organisationnel, pédagogique, à une réflexion critique sur le système de formation français, et dans une certaine mesure européen. Un leitmotiv, c'est bien sûr à la FREF, en vue de l'émancipation des individus, tant sur le plan professionnel que personnel, et on insiste là-dessus, la formation n'est pas que professionnelle. Pour cela, nous développons un certain nombre de rencontres, d'événements, les jeudis de la FREF, bien sûr, qui sont notre activité principale, à raison de 10 jeudis par an, donc un par mois, mais également des rencontres plus irrégulières, mais malgré tout assez nombreuses, les disputations, qui sont des rencontres débats sous forme de rencontres conviviales, qui sont souvent des thèmes d'actualité. Les cafés folios, anciennement les petits déjeuners, qui sont des présentations d'ouvrages par leurs auteurs. Une université qui n'a pas eu lieu depuis 2018, mais qu'on espère pouvoir reprendre, alors pas pour cette année, mais à partir de 2023. Et puis des séminaires thématiques. Ce sera le cas notamment au mois de mai, puisque nous envisageons un séminaire à l'occasion des 20 ans de la VAE, en partenariat avec la FCU, le GARF, le FOD et le CNAM. Voilà. Petite précision, si vous souhaitez rejoindre la FREF, nous avons modifié un petit peu nos modalités d'adhésion et d'abonnement cette année. Je fais très rapide, vous aurez toutes les informations sur le site. Il faut savoir que l'adhésion aujourd'hui, à partir de cette année, est annuelle, que nous avons des abonnements qui, du coup, seront proratisés en fonction de le moment de votre abonnement. Nous avons maintenant des abonnements intégral, un abonnement intégral qui comprend l'ensemble des événements en présentiel, mais également des abonnements distanciels pour ceux qui seraient éloignés de Paris.
Voilà, et vous aurez évidemment des tarifs individuels ou pour des organisations en fonction de vos statuts. Voilà. Et puis, pour préciser, les adhérents, enfin les abonnés aujourd'hui, à partir de cette année, auront également accès à l'ensemble des ressources, c'est-à-dire replays, documents, etc., liés à l'ensemble de nos événements sur le campus AFREF que l'on vient de développer et qui reprendra l'ensemble des ressources de l'AFREF liées à nos événements. Voilà. Je vais faire très rapide parce que vous avez déjà eu le programme dans les nombreuses communications, donc je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation. J'affiche quand même le programme. Nous aurons une pause à 10h20 qui, pour les personnes en présentiel, sera l'occasion d'un petit échange autour d'un café. Et les personnes du webinaire, évidemment, ne quittez pas durant la pause. Voilà, cette présentation de l'AFREF synthétique au possible est faite. Je vais accueillir Cynthia Head, directrice de pédagogie à une des écoles de formateurs du groupe IGS, le groupe IGS qui nous accueille aujourd'hui et de nombreuses fois nous a accueillis, donc qui est un partenaire historique de l'AFREF. Cynthia, je te propose de nous dire 2 mots sur l'IGS et sur votre tiers-lieu. Merci Frédéric. Je te mets ton... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au sein du groupe IGS. Donc, comme Frédéric le disait, je suis Cynthia Head, arrivée depuis 5 ans d'un autre continent pour embarquer dans cette aventure du groupe IGS. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement à la première diapo de notre tiers-lieu très rapidement. Je vais le présenter juste pour une mise en bouche. Donc pour moi, le tiers-lieu, c'est vraiment un lieu encapacitant. C'est un terme anglophone où on parle d'empowerment. Et j'ai trouvé que le terme français qui peut-être colle le mieux, c'est un lieu vraiment encapacitant, un lieu justement de transformation de la formation. Alors, on s'est inspiré quand je suis arrivée donc des travaux justement de Ray Oldenburg qui a regardé un peu les États-Unis et qui a vu qu'il n'y avait pas un lieu justement, un tiers-lieu, un third place, parce qu'il y avait justement la résidence, la maison, et à côté il y avait justement donc le lieu de travail. Et il disait mais où on socialise, où on peut être ensemble pour créer, pour innover. Et cette idée de tiers-lieu donc est née dans les années fin 90. Alors justement, on s'est inspiré de ces idées-là pour dire on va bannir ces lieux de cloisonnement et on va accorder davantage donc de place aux espaces intermédiaires. Hein, les tiers-lieux sont des espaces intermédiaires de convivialité, de rencontre, de création, d'échange de façon informelle. Justement, cette vie en communauté, hein, donc qui nous différencie d'une vie en société. Alors, la société, bien sûr, il y a des éléments qui sont différents. Alors, dans les tiers-lieux, on vient avec une seule passion qui est celle de créer. Alors, qu'en est-il de notre tiers-lieu ? Alors, on l'a conçu fin 2016 avec 2 nouveaux espaces qui ont vu le jour en 2021. Et notre public, c'est un public où on accueille donc les formateurs, les apprenants, les alternants, les collaborateurs et bien sûr des entrepreneurs. Alors, le premier lieu, donc dans cet écosystème de 8 espaces, le premier est le Living Lab. Le Living Lab, comme en français on parle d'espace de vie, c'est exactement un espace de vie. Donc moi, je vous convie à la fin, je vous invite, si vous avez le temps, de venir visiter le tiers-lieu. Donc c'est un jardin, comme vous le voyez, extérieur, où il peut accueillir à peu près une 60aine de personnes. Et vous voyez qu'il y a un totem, un ordinateur totem, donc qui est vraiment le pivot de ce lieu, dans ce concept d'agir. Et donc, il est relié aux 2 amphithéâtres avoisinants à côté. Donc, voilà, on peut travailler dehors, d'où la pédagogie qu'on appelle outdoor learning, donc cette pédagogie de dehors, donc à pouvoir vraiment créer. Là, ils étaient en escape game, donc des étudiants qui travaillaient sous forme de jeu de résolution de problèmes. Le deuxième lieu de cet écosystème, c'est les Learning Labs. Donc les Learning Labs, vous savez que c'est pas quelque chose d'innovant, mais quand même, c'est un espace connecté qui incarne, si vous voulez, l'ère du co. On parle aujourd'hui, pas l'ère du co, pas du Covid, hein, mais co, c'est tout ce qui est collaboration, co-création, co-conception, co-enseignement, etc., etc. Donc c'est un endroit
magnifique justement où on travaille en îlot, également en modalité de projet. Le troisième espace, le troisième espace, c'est l'espace qui touche justement au coworking hall. Donc, quand on arrive dans ce tiers-lieu, et j'aimerais bien vous inviter tout à l'heure à pouvoir y aller, donc il y a un couloir, justement, on travaille en brainstorm. Quelles sont les idées qu'on veut avoir? Donc, quand vous voyez, vous avez un mur avec, où on travaille en réseautage, justement, pour concevoir les projets sous forme donc de tempête d'idées, de brainstorm, avec un mur écritoire, donc des post-it électrostatiques et justement les robots qui sont là au service de l'humain. Et donc j'en parlerai à la pause si jamais ça vous intéresse. Donc c'est vraiment un endroit d'intelligence collective pour concevoir le projet, pour réviser le projet. Le quatrième espace, c'est le Fab Lab. Donc une fois qu'on a conçu le projet, il va falloir le réaliser, ce projet, le mettre en œuvre. Et donc, on a ce Fab Lab, donc cette fabrique d'innovation et de prise d'initiative, avec, comme vous voyez, un univers 3D, avec des plateformes de prototypage d'objets physiques et d'objets intelligents. Le cinquième lieu est celui du Game Lab. Donc, c'est vraiment un lieu de conception et d'expérimentation, comme vous voyez. Donc, on travaille pas mal en réalité virtuelle, réalité augmentée, avec des serious games, dont les jeux sérieux, avec des escape games, justement les jeux d'évasion. On crée avec les étudiants, on crée avec les formateurs, on crée avec les entreprises, donc ces jeux-là. Également, en ce moment, on est sur 2 projets d'intelligence artificielle sur l'évaluation des compétences et le deuxième sur l'apprentissage des langues, notamment pour nos étudiants internationaux qui viennent et qui ont des failles en apprentissage de français. Le sixième lieu, c'est le Visiolab, donc ce lab aujourd'hui où je parle de loin, on est plus près, je me pose la question, et justement ça a eu vraiment sa gloire, notamment quand il y avait les gilets jaunes et quand il y avait les grèves, etc. C'était vraiment un endroit où on pouvait communiquer à travers toute la France sans pouvoir se déplacer, etc. Aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Le 7e lieu qui est né en 2021, et qu'on n'a pas encore inauguré, mais quand vous voyez la belle photo de Frédéric dessus, donc pour le moment, on va l'inaugurer bientôt et ça nous a été financé en grande partie par Monoprix, d'où le nom Makers Lab by Monoprix. Donc c'est justement un endroit où on vient travailler en résolution de problèmes. Donc les entreprises accordent à nos apprenants confient en fait des problématiques et nos étudiants vont travailler pendant 2-3 mois sur ces problématiques-là et on les convie après pour proposer donc des solutions et le plus souvent ils décrochent pas mal de stages parce que ils sont donc c'est un endroit justement vivant de proposition de solutions et donc de transformation de la formation encore. Et le dernier, et je m'arrêterai là, le dernier lieu, c'est encore donc dans cet écosystème, c'est un tout, c'est le Media Lab où justement on travaille à produire des capsules, je dirais de très bonne qualité avec la présence donc d'outils et donc prompteurs pour justement davantage être en sécurité. Et je finis donc en disant l'innovation a longtemps porté avec elle, si vous voulez, l'imaginaire du génie solitaire. Et c'est pas le cas dans les tiers-lieux. Dans les tiers-lieux, justement, on peut pas travailler en solitaire. C'est tout le contraire. On travaille en intelligence collective. Donc, cette notion de communauté est omniprésente, que ce soit dans les actions ou dans le vocabulaire, donc personnel et professionnel. Je vous ai mis sur les tables, donc les reflets. Et avec la FREF, on travaille aussi sur donc une convention pédagogique, un article qui détaille tout ceci, comment on travaille justement, c'est pas juste une présentation rapide comme je l'ai faite aujourd'hui, mais comment on travaille dans ces lieux, quel genre de co-activités on fait, etc. Donc vous avez un article là-dessus. Et aussi, vous avez le livre La classe inversée aussi que j'ai coécrit où justement dans ces lieux en capacité, on travaille en modalité donc de classe inversée. Et je vous ai mis quelques capsules vidéo également qui parlent du lieu, donc n'hésitez pas. Et je suis là si jamais vous souhaitez qu'on échange. Merci beaucoup de ce temps et je laisse la parole à Frédéric. Merci beaucoup. Oui, ouais. Donc nous accueillons Karine Seller, haut commissaire à la transformation des compétences.
Merci, merci Catherine, merci de votre invitation. J'ai beaucoup de plaisir à participer à ces nouveaux formats qui se sont inventés dans notre vie, qui sont des formats digitales, puisqu'on n'est pas avare d'invention de mots, où on est en présentiel pour quelques-uns et surtout à distance, sur ce thème qui lui aussi, s'est invité dans notre vie, non pas qu'il n'existait pas avant le Covid et la crise que nous traversons, mais qui finalement est devenu, s'est imposé comme étant sans doute un nouveau cadre, effectivement, de partage, d'espace pour coopérer et collaborer. Alors, vous m'avez invité pour parler de ce sujet des tiers-lieux. Et évidemment, on pourrait d'abord se poser la question de savoir si, alors qu'on est haut commissaire aux compétences, on doit s'intéresser à ces lieux qui existaient bien avant le confinement et qui sont finalement plutôt des lieux de télétravail, des lieux souvent un peu mixtes, de mix d'activités. Et évidemment, on peut se poser la question de ce que vient faire les enjeux de développement des compétences et de formation dans les tiers-lieux. Je crois que, en fait, on a tous perçu très tôt l'importance qu'avaient ces lieux, de créer des lieux hybrides où on peut rapprocher la formation des citoyens et pas simplement des bénéficiaires ou des usagers, rapprocher la formation des citoyens pour faire de la formation une évidence, alors qu'on sait qu'on va changer plusieurs fois de vie professionnelle au cours de sa carrière, de métier, alors qu'on sait qu'on doit basculer dans ce qu'on appelle la société de la connaissance, qu'on doit développer des compétences tout au long de sa vie, et qu'on ne peut réussir ce pari que si on rapproche finalement et on démystifie la formation des citoyens, qu'on en fait un objet qui est palpable, accessible, proche, et pas simplement cantonné, entre guillemets, pardonnez-moi de le dire comme ça, à des lieux qui, pour certains de nos concitoyens, peuvent paraître quasiment inaccessibles, parce que chargés de symboles, parce que lieu du savoir, qui renvoient à des approches académiques qui peuvent faire peur, ou en tout cas et c'est vrai que lorsqu'on décide de se lancer adulte dans un parcours de formation, c'est jamais totalement anodin. C'est plus facile d'ailleurs quand on a un bagage scolaire, universitaire conséquent et que du coup on a moins peur de se projeter dans une dynamique d'apprentissage. Et du coup, cette question de l'accessibilité, de la presque démystification de la formation, de créer d'autres lieux moins chargés de ces symboles, plus accessibles, dans lesquels on fait d'autres choses que de se former, dans lesquels on se croise, dans lesquels on partage. Une fois qu'on l'a énoncé, encore une fois, le confinement nous a montré qu'il y avait ces enjeux de proximité, ça paraît une relative évidence. Et presque on se dit, mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant ? Et comment se fait-il que ce sujet ait émergé finalement si tard ? Et donc, je suis ravie de pouvoir parler de ça avec vous pour vous dire à quel point, quand on a construit le plan de digitalisation et de transformation de la formation post-confinement, post-Covid, enfin post-premier confinement en 2020, cette question des tiers-lieux était pour nous une évidence. On ne pouvait pas structurer, construire, penser un plan de transformation et de digitalisation de la formation, de modernisation, sans intégrer le tiers-lieu comme étant cet agent un peu de la démystification de la formation. Je ne sais pas s'il faut dire comme ça. Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, je vais y revenir rapidement, mais on a eu d'ailleurs Yolène Prout qui va intervenir juste après, pourrait peut-être, s'en souvient sans doute et pourra peut-être le dire, mais on a eu un son d'échange avec les tiers-lieux qui ont vu là notre arrivée dans le débat en disant on va utiliser les tiers-lieux pour faire des lieux de formation, d'apprentissage, voilà. Et donc on va structurer, je crois on avait dit un réseau de tiers-lieux de formation. Les tiers-lieux nous ont dit à peu près dans cette phrase, il n'y a rien qui va. Les tiers-lieux sont des lieux qui répondent à des besoins spécifiques des territoires. Ils n'ont pas tous, entre guillemets, le même cahier des charges. Ils répondent, donc ils sont construits par ceux qui les animent. Et donc, l'idée qu'on va structurer, c'est une espèce, au sens de définir un modèle unique qu'on imposerait, ou qu'on, voilà, ils voyaient pas ça d'un très bon œil. Et dire aussi, et l'autre question qui était, enfin, et l'autre, comment dire, présupposé qui était dans cette phrase, qui était de dire,
on structurait un réseau de tiers-lieux de formation, c'était de dire qu'il finalement, il y avait un espèce de modèle unique d'un tiers-lieu de formation et que tous les tiers-lieux devaient embarquer des dimensions de tiers-lieux de formation. Et du coup, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On a questionné beaucoup ce qui était le contenu du projet au regard de ce que sont les tiers-lieux. Et on ne peut pas plaquer un modèle unique sur les tiers-lieux pour affiner notre réflexion en la matière. Alors, finalement, à quoi répond cette intuition que nous avons et comment est-ce que nous nous y sommes pris? D'abord, au lendemain du premier confinement, bon, passé la phase de sidération qui a tout saisi tout le monde, mais qui a aussi permis, enfin, je veux dire, cette période-là, elle nous a permis à la fois de prendre conscience de la formidable capacité de mobilisation de nos réseaux d'organismes de formation, de CFA, au service de ceux qui apprennent. Ça a été difficile, hein, aucune préparation du jour au lendemain, c'est on-off, quoi, hein, enfin, comme pour l'école en réalité, hein, on a fait on-off. Et néanmoins, on a quand même assisté à une espèce de formidable mobilisation. Et donc là-dessus, il y a du potentiel, et on s'est rendu compte qu'il y avait, et puis évidemment, une prise de conscience du fait qu'on devait pouvoir être prêt à mobiliser des pédagogies différentes, et que c'était pas que contraint, mais qu'il y avait sans doute des choses à garder de ces pédagogies différentes qu'on a dû. Donc une espèce de formidable mobilisation, prise de conscience aussi du potentiel et de là où on en était au regard d'un potentiel. Le confinement, il a aussi relevé, c'est une banalité de le dire, à la fois la fracture digitale, mais aussi d'autres types de fractures, des fractures géographiques, des fractures sociales, qui sont importantes et qui a révélé aussi des inégalités. Non pas qu'elles n'existaient pas avant, mais elles ont été révélées au grand jour, entre guillemets, par ces étapes-là. Et d'une certaine façon, enfin, en tout cas, on dit toujours dans les crises des dimensions positives. Incontestablement, cette prise de conscience est une des dimensions positives, de même que du coup, la capacité dès lors que nous saurons et que nous sommes capables d'en tirer un certain nombre de conséquences et de construire le monde de demain, parce que, en fait, c'est bien ça que nous sommes en train de faire. Alors, on le voit, il ne se dessine pas de façon aussi claire que ce qu'on voudrait. On voit bien qu'il y a des mouvements où on avance et puis d'autres où on fait parfois des détours, hein, pour construire ce monde de demain. Mais c'est bien ça, à mon avis, enfin en tout cas je porte cette conviction que c'est bien ça dont il est question. On essaye de notre côté d'y prendre une toute petite part, très modeste, hein, sur le sujet du développement des compétences pour finalement accélérer ce que le monde de la formation et du développement des compétences était déjà en train de faire avant le confinement. Moi je n'ai pas la prétention d'affirmer que nous sommes les uniques initiateurs d'un mouvement qui en réalité précédait, mais pour lequel le confinement, sur lequel les acteurs étaient déjà engagés, mais dont la temporalité de transformation s'inscrivait, enfin était plus longue finalement. Hein. Et le confinement et le plan de digitalisation de la formation que nous avons souhaité porter, avait pour ambition finalement d'accélérer un mouvement et de faire finalement en 2 ou 3 ans des transformations qui sinon prendraient 10 ans. D'une part parce que nous n'avons pas 10 ans, parce qu'en fait c'était des exigences démocratiques, sociales, d'aménagement du territoire, mais aussi parce que en fait les acteurs sont prêts, qu'il y a des attentes et que on le sait dans ces périodes aussi de forte prise de conscience. Il ne faut pas attendre que le soufflet retombe. Il faut agir maintenant alors que les prises de conscience sont là. Donc, on n'a pas encore une fois, très modestement, l'objectif et en même temps avec beaucoup d'ambition sur le projet, évidemment, l'enjeu, c'est d'apporter une pierre à la transformation de la formation pour, encore une fois, gagner du temps sur cette transformation. Et il y a un deuxième objectif que nous nous fixons, qui est de faire en sorte que la France prennent aussi une place de leader dans la pédagogie, dans une pédagogie différente. Et nous croyons que nous avons par ailleurs un modèle à exporter, un modèle qui porte un certain nombre de valeurs. Et donc, il y a aussi cette ambition à travers ce plan de digitalisation. Alors, d'abord, je reformule, ce n'est pas un plan de digitalisation, c'est un plan de transformation de la formation. Parce que penser qu'on va faire la transformation de la formation que par la digitalisation, est évidemment extrêmement réducteur.
Donc, ce plan de transformation, c'est d'abord et avant tout, il est porté par l'idée que le modèle de la formation unité de temps et unité de lieu, qui se joue dans une classe, entre guillemets, dans une vision où on a transporté l'approche académique, est dépassé. Alors, en fait, ça fait un moment, et vous êtes parmi des acteurs, à la FREF, mais pas seulement, il y en a d'autres, qui disent depuis longtemps que ce modèle est dépassé. Et nous avons d'ailleurs beaucoup de choses qui ont été faites avant le confinement qui montrent que c'était déjà dépassé et qu'on n'est déjà plus dans ce modèle-là. Je redis, hein, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé avant. On est en train d'accélérer un mouvement qui était inscrit d'ores et déjà avant. Donc, ce modèle est dépassé. Il est temps d'accélérer sa transformation. Il y a une attente, une volonté des formateurs, de l'ensemble de ceux qui accompagnent les apprenants, des apprenants eux-mêmes, de changer, voilà, de dépasser et de modifier cette approche qui est très réductrice et de favoriser des démarches expérientielles qui remettent la personne au cœur des apprentissages. Je le disais il y a quelques jours, vous avez parlé de la VAE, à propos de la VAE, c'est pas tout à fait le même sujet, mais on voit bien qu'il y a quand même des connexions. On peut plus, enfin, on n'est plus dans un modèle où on doit restituer par des écrits ce qu'on sait, a fortiori quand on veut faire de la VAE. La question de l'oralité, la question du geste professionnel doit être supérieure. C'est vrai plus globalement en matière de formation. Donc, faire en sorte qu'on s'appuie sur des démarches expérientielles et qu'on remette au cœur de l'apprentissage celui qui apprend est essentiel. Il faut aussi répondre aux attentes d'interactivité et d'intensité émotionnelle qui sont maintenant quasiment une attente, une exigence de l'ensemble de nos concitoyens. Enfin, en tout cas, on est tous habitués. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut céder non plus à des facilités. L'agitation n'est pas la formation. Mais, enfin, voilà. Mais pour autant, s'appuyer sur ces nouvelles approches est essentiel, y compris d'ailleurs, c'est un enjeu social, démocratique sans doute, mais d'abord social, pour faire venir à la formation des gens pour lesquels l'approche académique fait peur. Donc l'expérientiel est basé sur le geste, mais aussi avoir des approches pédagogiques qui sont plus interactives, dans lesquelles on fait, on agit, on se teste en sécurité, contribue à démythifier l'accès à la formation. Et donc pour ça, c'est pas que du digital, mais le digital apporte renouvelle en fait, nous donne des façons de faire qui renouvellent les approches pédagogiques. Faire aussi une plus grande place à l'entreprise contribue aussi évidemment à cette approche, est essentiel. De même que reconnaître davantage les acquis. C'est vraiment une conviction très forte que je porte autour de la VAE, mais d'ailleurs plus globalement, nous ne devrions plus démarrer un parcours de formation sans avoir reconnu et validé des acquis, parce qu'il y a toujours des acquis à valider. Donc, plus de digital, mais pas plus de digital pour du digital, hein. Plus de digital pour se servir de cet outil, pour individualiser les approches et les rendre plus attractives. Évidemment, toujours du présentiel, de l'accompagnement en proximité, renforcer la place de l'entreprise et valider les acquis. Ce sont ces ingrédients essentiels que nous souhaitons porter dans le cadre de ce plan de digitalisation. Alors, concrètement, il y a plusieurs... Bon, je ne vais pas détailler le plan de digitalisation, enfin de transformation de la formation, de modernisation de la formation, vous le connaissez sans doute. On a, je pense, plein de présentations très percutantes sur le site du ministère du Travail, auquel je peux vous renvoyer. Mais globalement, il y a plusieurs idées. Il y a l'idée de dire... il faut soutenir la transformation par tous les bouts. On a une logique bottom-up, enfin, pardon de l'anglicisme, j'essaie d'éviter pourtant. En tout cas, où on part des besoins des acteurs de terrain. Donc, on est dans une logique d'appel à projet où l'idée, c'est d'accompagner des transformations des acteurs, des réseaux d'acteurs, des filières. On part de... Enfin, voilà, c'est des projets qui nous sont présentés, on est en soutien. C'est l'appel à projet Définum, doté de 100 millions d'euros. On est en première vague, d'autres vagues vont venir. On a beaucoup de projets et on voit bien que ça répond à un besoin. On a ensuite une logique où on veut aussi, en complément de cette idée qu'on part des besoins des terrains, sur quelques approches très, très, très soutenues par le gouvernement, notamment pour les secteurs stratégiques de la relance, proposer des parcours immersifs où on finance des modules en réalité virtuelle immersive
pour montrer ce qu'on est capable de faire, entre guillemets, collectivement, en matière d'interactivité, de mise en sécurité, d'entraînement, de capacité, voilà, à construire des approches pédagogiques différentes. Et là, on fait des pilotes sur 15 projets en ce moment. Et notre idée, c'est de livrer, une fois qu'ils sont construits, l'ensemble de ces modules immersifs en patrimoine commun et d'en faire des communs numériques qui puissent être accessibles à l'ensemble des organismes qui en ont l'usage, organismes de formation, CFA, etc. Avec cette conviction que c'est sans doute un autre enseignement de la crise, que la question du commun, du partage, de la recherche-développement, d'investir, que la puissance publique investisse pour le compte de tous, pour initier des transformations est sans doute essentiel, surtout pour des traductions, enfin des produits, je ne sais pas comment il faut dire, des réalisations qui restent extrêmement coûteuses. Et puis enfin, il y a évidemment, on va poser des objets, digitaliser, etc. On va accompagner la transformation d'un certain nombre de réseaux. On ne peut pas réussir la transformation si on ne change pas, on n'accompagne pas aussi le changement des pratiques. Nos organismes de formation souhaitent le faire, sont prêts. Encore faut-il qu'on puisse les accompagner. Donc on va financer aussi une offre d'accompagnement auprès des organismes de formation. Et donc dans cet espace-là, dans ce projet-là, il y a la question de comment est-ce qu'on construit cette proximité et quelle est la place des tiers-lieux. En fait, c'est la 4e brique de ce plan. Comme je le disais en introduction, pour nous, elle est vraiment indispensable. L'idée, c'est de pouvoir soutenir, non pas forcément la création de tiers-lieux de formation, mais la possibilité pour les tiers-lieux d'intégrer cette dimension de la formation. On a cette conviction que globalement, en matière de tiers-lieux, il y a un enjeu de rapprocher, de rendre accessible un certain nombre d'outils, mais pas que. Donc, c'est on soutiendra à la fois du financement d'équipement, mais aussi du financement de temps, d'animation, de temps humain. C'est pas que de l'outillage, c'est les deux, et c'est dans cette articulation entre les deux qu'il nous paraît essentiel d'avancer. On lance un appel à projet qui va être, là aussi, on va partir des besoins, c'est au tiers-lieu de nous faire des propositions, et on ne va pas imposer, comme je le disais tout à l'heure, une espèce de cahier des charges unique en disant on financera ça, dans quelles conditions, et vous devez répondre à 7 critères bien déterminés. Je dis 7, ça pourrait être 15, enfin bref. Donc on est dans une logique d'appel à projet régionalisé. Cet appel à projet est doté de 50 millions d'euros. Donc ce sont quand même, en tout cas c'est un investissement conséquent que l'État souhaite déployer. Le lancement de cet appel à projet a été annoncé par le Premier ministre, c'est dire à quel point le gouvernement y apporte et attache de l'importance à la fin de l'été dernier. On a eu un certain nombre de concertations, je disais qu'il y avait des besoins aussi de partager, de discuter avec l'ensemble des acteurs pour définir ce que serait justement cet objet-là. Donc on a fait, et Elisabeth Danzin qui travaille au sein de mon équipe, qui porte à bout de bras ce projet de transformation de la formation, a été la cheville ouvrière de ce travail-là de concertation, grosso modo au printemps de l'année dernière, et qui nous permet d'avoir un cadre à peu près établi. Encore une fois, le cadre, c'est pas un cadre imposé. On va partir des projets des tiers-lieux. Et notre optique, c'est à la fois de rapprocher la formation des stagiaires, des apprenants, donc que ce soit des lieux de proximité, démystification, ce que je disais dans l'introduction, faciliter leur accès aux outils, parce que certains, à un moment donné, il y a quand même des choses basiques. On sait très bien, certains n'ont pas les outils, donc faciliter l'accès à des outils, à des contenus, à des modules. Nous, on imagine très bien que des organismes de formation puissent aussi venir réserver des espaces dans ces tiers-lieux pour avoir accès aux outils de la réalité virtuelle. On ne va pas commencer à équiper tous les organismes de formation de l'ensemble des outils. On imagine très bien qu'ils puissent aussi avoir accès à des salles de vidéo, par exemple, pour enregistrer des capsules vidéo. Là non plus, on ne va pas commencer. Donc, ce sont des lieux de partage. Et donc, du coup, c'est aussi le prétexte du partage. Ce sont aussi des lieux de partage. Des lieux où des organismes de formation viennent, utilisent, font venir leurs apprenants, sont en proximité, mais aussi se rencontrent. Et du coup, dernière dimension qui est pour nous essentielle, c'est que ce n'est pas un lieu cloisonné, ce n'est pas le lieu de la formation continue.
ce n'est pas le lieu où on ne veut voir que les CFA ou que les organismes de formation de la. Nous, on pense aussi, enfin, on espère que c'est un lieu où des enseignants des lycées professionnels viendront, de l'enseignement supérieur, réserver ces espaces, se côtoyer et donc partager aussi leurs expériences. Donc, c'est un lieu où on rend accessible des outils, des pratiques, mais aussi un lieu d'échange, à la fois pour les apprenants, mais aussi pour les organismes de formation, pour les CFA, pour les formateurs, où on partage des expériences, on partage des innovations, où on partage même, souvent c'est des petites choses, les innovations, on imagine des choses spectaculaires, et puis souvent on imagine des choses spectaculaires avec plein de mots en anglais, parce que c'est toujours beaucoup plus spectaculaire quand c'est des anglicismes. Mais en réalité, ce sont souvent les innovations, ce sont des petites expériences qui ont besoin de se partager pour essaimer et se développer. Donc voilà le projet. On est en cours de finalisation de ce cadre national qui sera très ouvert, hein, comme je le disais, autour de ces espèces de ces convictions que j'ai essayé de détailler. Et puis ensuite, comme tout ça doit être porté par les territoires, ce cadre national pourra bien sûr être complété, adopté, modifié, ajusté par le niveau qui va le porter. On va s'appuyer sur l'ANCT et notamment le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens. Nous, on aime bien d'ailleurs cet intitulé, cette idée qu'il y a des nouveaux lieux qui produisent des nouveaux liens, en tout cas qui doivent construire des nouveaux liens, qui seront en appui dans chaque région pour le déploiement de ces pratiques. Et puis bien sûr France Tiers-Lieux qui va travailler à nos côtés sur le contenu de l'appel à projet, mais aussi pour assurer sa diffusion au sein de l'écosystème des tiers-lieux, mais aussi nous faire remonter des éléments d'amélioration, hein, suivre, évaluer, voilà. Je ne veux pas être plus long, mais je souhaitais vraiment partager avec vous ces quelques convictions. Ce qu'on est en train de construire, la dynamique qui est en cours, encore une fois, dont nous ne sommes que des modestes accélérateurs, hein, mais qui est déjà en cours, qui ne demande qu'à s'exprimer et pour lequel il faut qu'on soit en soutien, il faut que l'État joue son rôle. Et je crois vraiment que les tiers-lieux, avec finalement cette idée qu'on doit démythifier la formation et la rendre plus accessible, participent au monde de demain. Et je crois que nous avons vraiment beaucoup besoin aujourd'hui d'espérance, au sens de voir se dessiner enfin un monde plus ouvert, où on apprend tout au long de la vie et on peut se projeter dans l'avenir. Merci Karine. On peut applaudir Karine. Est-ce que vous avez des questions? Quelles sont les idées qui vous viennent en tête? Vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle je suis auditeur au CNAM, tout simplement. Et cette toute petite question, c'était juste pour savoir qu'est-ce que c'était un. C'est vrai, on ne l'a pas dit. Une sorte de ministre, c'est une tu as rang de ministre. Non? Vas-y. Alors, donc moi, je suis haut-commissaire aux compétences, intitulée exacte de ma fonction, auprès de la ministre du Travail. Ma mission qui est définie dans un décret, hein, j'ai été nommée en Conseil d'État, en Conseil des ministres, pardon, excusez-moi. Elle consiste principalement à mettre en œuvre le plan d'investissement dans les compétences, qui est, comme vous le savez sans doute, le plan de près de 15 milliards d'euros déployés sur le quinquennat pour accélérer la transformation des compétences et amplifier l'effort de formation à destination des demandeurs d'emploi. Donc voilà, ma fonction principale est d'assurer le déploiement de ce plan d'investissement dans les compétences, qui est un investissement sans précédent du gouvernement et qui porte en complément, aux côtés de la ministre, en appui de la ministre, un certain nombre de projets de transformation plus globaux de la formation, des développements des compétences. J'évoquais la question de la VAE, qui est un sujet très important à mes yeux et dont nous fêtons les 20 ans et qu'il faut sans doute qu'on simplifie, dont on améliore le recours, partie des objets et des projets que je porte. Et puis ensuite, voilà, un certain nombre de projets autour des travaux de veille prospective sur l'évolution des besoins de compétences, enfin voilà, un certain nombre d'actions complémentaires qui sont indispensables pour
construire la transformation. Et évidemment, au titre de ces actions, il y a ce plan de transformation et de digitalisation de la formation. Bonjour, Bernard. Moi, ce que j'ai pas bien compris dans votre intervention, Karine, c'est les finalités de tout ça. C'est-à-dire, est-ce que la finalité est strictement économique et professionnelle, ou est-ce qu'elle a une dimension citoyenne et émancipatrice? Et donc, entendu, mise en œuvre d'un certain nombre de mesures visant à améliorer le système de formation, digitaliser ou pas, mais pourquoi faire? Yannick Gracnel, co-président avec Tech France, juste pour savoir quelle est l'échéance de cet appel de sortie de cet appel à projet. Est-ce qu'on sait maintenant quand est-ce que ça va atterrir? Voilà. Merci beaucoup, madame, pour cette exposé très enthousiasmant, vraiment. Je suis Florent Coureau, directeur général de DEBOS, qui est un organisme de formation traditionnel, classique, mais on s'inscrit aussi beaucoup dans les transformations que vous avez décrites avec la fin de la classe, la salle de classe, avec un formateur, une date déterminée. Ma question porte sur deux termes que vous avez employés, qui sont, elle est un peu abstraite, je suis désolé, les communs et la diversité. Et je voudrais savoir comment, par quelle forme d'alchimie est-ce que vous imaginez les communs émerger de la diversité que vous rassemblez dans les tiers-lieux? Patrick Wallace, vice-président de la FREF. Je pense que je vais mettre en regard apprentissage et formation. Je pense qu'on apprend, on apprend tout au long de la vie, et en même temps, quand on organise l'interlieu, je vais dire, on apprend autrement. Parce que quand on apprend, en même temps, on se forme, c'est-à-dire qu'on prend forme. Si c'est académique, on apprend des choses, mais dans une posture dominée, descendante. Là, on apprend dans une autre forme, c'est-à-dire qu'on se forme à l'idée qu'ensemble, on peut trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on peut préfigurer des transformations sociétales aussi par ce type d'apprentissage. Je pense que c'est ça l'intérêt du tiers-lieu. C'est de considérer que l'on apprend, que l'on fait ensemble, et c'est parce qu'on fait ensemble qu'on apprend autrement, et qu'on apprend dans des façons, je vais dire, plus horizontales, et dans lesquelles on a pris. Je pense que c'est ça qui est important. C'est pas quelque chose qui descend et qu'on apprend, dans lequel on est formé à, disons, être dépendant du savoir, quelque part. En même temps, on expérimente, et en même temps qu'on expérimente, on apprend qu'on peut faire ensemble. Enfin, moi, je pense que c'est ça l'intérêt aussi du tiers-lieu. Alors, je vais répondre quasiment dans l'ordre parce que ça me paraît du coup très cohérent. Quasiment parce que je finirai peut-être par la question du quand plus opérationnel sur la sortie d'appel à projet. Pourquoi faire, c'est évidemment la question centrale. Si on avait des doutes, encore une fois, le pourquoi faire, il existe avant le confinement. Mais si on avait des doutes, le confinement nous a mis en lumière, c'est un espèce de miroir grossissant de toutes les forces, mais aussi de toutes les faiblesses de notre système. Et donc, pour moi, pourquoi faire? C'est pas un ensemble de mesures, ce plan. Alors, bien sûr, ça passe toujours à un moment donné par des mesures. Je vous assure que pour aller construire le plan de digitalisation, enfin, le plan que je vais exposer rapidement, il y a à la fin quand même des questions de et combien ça coûte, est-ce qu'on aura les budgets et aller les obtenir, etc. Mais, donc, il y a bien sûr, à un moment donné, ça passe par des mesures. Mais c'est un plan qui est bien au-delà. Pour moi, il y a un objectif démocratique, social, économique et d'aménagement du territoire, enfin en tout cas de proximité. Il y a ces 4 objectifs-là dans le cadre de ce plan. Et ils sont tous différents et ils ne sont pas contradictoires. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui opposent l'enjeu économique de l'enjeu social et démocratique. C'est un enjeu démocratique parce que, comme je le disais, on sait, hein, nous déjà, mais encore plus peut-être les générations qui arrivent sur le marché du travail, changer plusieurs fois de métier au cours de leur vie professionnelle. Changer de métier, ça ne veut pas dire d'ailleurs de tout bouleverser, hein, mais devoir acquérir des nouvelles compétences, de devoir... On ne peut plus construire une carrière professionnelle, si tant est que c'était possible hier, sans s'assécher et en souffrir au sens de la développement personnel et professionnel, de sa capacité à répondre à son poste, mais on ne pourra plus construire une carrière sans se former, aller régulièrement à la formation. Donc nous avons besoin que ce réflexe de la formation que la formation devienne un réflexe. Et d'une certaine façon, j'ai coutume de dire, alors mes équipes me disaient c'est trop compliqué ton truc, mais quand même j'y crois beaucoup, donc comme je suis un peu têtue, je crois que nous devons rendre plus banaliser le recours à la formation, au sens où c'est moins quelque chose qui fait peur,
sans rendre la formation banale, parce que c'est jamais banal de se former. On se remet, on met son cœur, parce que sinon ça ne sert à rien. Mais il faut réussir à banaliser sans rendre banal. Mais il faut que ça devienne un réflexe. Et donc c'est démocratique au sens où il faut que l'ensemble de nos concitoyens, et je ne parle pas des actifs là, je parle vraiment de nos concitoyens, et ce réflexe de se dire la formation c'est indispensable et ça doit plus faire peur et donc on voit c'est pour ça que la VAE n'est pas tout à fait en dehors du sujet, quoi. Et pas la VAE au sens de la VAE sanction telle qu'on la pense aujourd'hui comme un dispositif, justement comme une mesure financée comme ci, comme ça, mais comme l'idée de dire on doit à des étapes régulières valider, faire reconnaître ses acquis. J'ai dit récemment dans un article, vraiment je crois beaucoup à ça, on ne peut pas faire la société de la connaissance sans société de la reconnaissance. C'est une dimension absolument indispensable. Donc le premier enjeu, il est démocratique, de faire de la formation un réflexe, et donc ça passe par plein de choses différentes, peut-être effectivement par un certain nombre de mesures, c'est un moment ou un autre, il faut bien que ça se traduise par des choses concrètes, mais dans cet ensemble de mesures, et pour faire de la formation un réflexe, il y a cette idée qu'elle est accessible, ou qu'on peut se renseigner en proximité, ou que, voilà, on peut commencer une capsule, quelque chose, prendre contact avec un formateur vraiment pas loin de chez soi, et ou, parce que ça va ensemble, hein, que c'est dans d'autres lieux, encore une fois, moins chargés de cette espèce de symbole, de forme d'élitisme, ou d'éloignement, ou de distance, ou de choses qui font peur, qu'il y a des lieux plus neutres, dans lequel on peut se former, dans lequel on peut au moins s'enseigner, dans lequel on peut côtoyer les formateurs, dans lequel on peut côtoyer d'autres apprenants, même qui ne font pas du tout la même chose que nous, mais pour ne pas être seul. Et donc, c'est un enjeu démocratique parce que c'est ce qui va, parmi d'autres dimensions, c'est pas la seule, bien entendu, mais contribuer à faire de la formation un réflexe et de l'installer dans le paysage. Ensuite, c'est un enjeu social. Pardon, je prends un peu de temps, alors je ne sais pas si je l'ai, mais sinon vous me coupez. Mais parce que, et deuxièmement, c'est un enjeu social, parce qu'on ne pourra pas faire venir à la formation des gens pour lesquels la formation fait peur, qui sont les plus éloignés de l'emploi. Vous savez que dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences dont j'ai la responsabilité, enfin, en termes de déploiement, bien sûr, hein, c'est évidemment pas moi qui fais tout, très loin s'en faut. Cet enjeu de l'accès des plus vulnérables à la formation est un enjeu essentiel. On ne peut pas faire, voilà, on peut pas, c'est impossible. Enfin, voilà, vous disiez, enfin, ce que nous partagions à l'instant, il faut construire d'autres approches pour que des gens éloignés de la formation, pour lesquels l'approche académique fait peur, est un repoussoir, se projette dans la formation. Donc l'interactivité, la réalité virtuelle, tout ça participe. Alors évidemment, c'est pas une recette au sens d'une recette de cuisine. C'est pas je te mets 3 gouttes de réalité virtuelle, 4 gouttes de ceci et hop, t'es non qualifié, tu vas y arriver. Il y a une espèce d'alchimie de la pédagogie, de l'ingénierie de parcours. Mais ça fait partie des éléments qui nous permettent, qui rentrent, voilà, des approches différentes qui nous permettent de faire accéder ces publics-là. Alors, là, je parle globalement du plan de digitalisation et de transformation de la formation. Les tiers-lieux aussi, pour les mêmes raisons, cet enjeu social. On sait quelle est la part de l'accès des publics des zones rurales à la formation. On sait qu'on est, pour une partie de nos publics, les plus éloignés de l'emploi, ne serait-ce que de faire 10 kilomètres est impossible, inenvisageable, et pas simplement parce qu'ils n'ont pas les transports. Bien sûr qu'il y a une question, il y a des questions culturelles, de peur de se projeter ailleurs. Donc, nous avons donc le tiers-lieu était quelque chose qui, moi je me rappelle quand j'ai commencé une carrière précédente, j'étais consultante en matière de formation, une région que j'accompagnais avait dit on va mettre en place des centres étoiles, des antennes et des permanences dans des lieux les plus... C'est pour ça que tout ça existe, bien entendu, depuis longtemps. Et cette idée, c'était de dire, il faut qu'on soit là où les gens sont, même dans la médiathèque, le CCAS, bref. Donc, c'est un enjeu social parce que sinon, ils ne viendront pas à la formation. C'est ensuite un enjeu économique parce que je suis sûre que tout ça est rentable. La formation, c'est rentable. Et ce n'est pas un gros mot. C'est-à-dire qu'en développant ces nouvelles approches, on va rendre les parcours plus attractifs, il y aura moins d'abandon, il y aura plus d'envie d'y aller, et ça génère comment on appelle ça, de l'externalité positive. Et donc, économiquement, c'est rentable.
Et puis, bon, aménagement du territoire, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup besoin de faire la démonstration, mais c'est juste une évidence. Et à mon avis, ça tombe souvent. Donc, voilà pourquoi faire. Est-ce que c'est pas aussi automatique que ce que je dis? Mais voilà, ça fait partie, c'est cette dynamique-là qu'il faut construire. Et cette dynamique-là, elle doit être appuyée par les autres actes de la transformation. Après, je partage assez ce que vous avez dit sur le fait que, du coup, ça renouvelle nos approches. C'est la même chose que de sortir des approches académiques. Ne plus être que dans des postures ascendantes, où il y a un seul acteur qui est le détenteur d'un savoir, mais où on le partage. Par ailleurs, le savoir, en fait, il y a plus les formes. Il faut aussi répondre à l'attente des gens, mais aussi ce que disent les formateurs. Ils le sentent bien. Ils ne sont plus les uniques détenteurs du savoir. Il est accessible en ligne, parfois gratuitement, parfois d'ailleurs pas très bien contrôlé. Et donc, il faut penser autrement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va passer d'un monde totalement vertical à un monde totalement horizontal? Bon, sans doute c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, c'est ça l'attente et c'est ça le besoin. Et de toute façon, on y est déjà. On y est déjà. Et le tiers-lieu participe modestement de cette logique-là. Et donc, dans cet espace-là, dans ces convictions, il y a effectivement l'idée que nous, on voudrait développer des communs. Il y a une vraie question, on s'est beaucoup posé de questions, on a eu beaucoup d'ailleurs de remarques, de questionnements, parfois même de critiques à l'égard du projet. Et fort heureusement, parce que c'est aussi dans la critique qu'on construit les choses plus intelligentes. Moi, j'ai tendance à penser que tout seul, on est quand même moins intelligent. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait beaucoup de concertations. La question, c'est on va construire des communs sur des pilotes. On a fait des pilotes, je sais pas, dans la plasturgie, on pourrait prendre plusieurs exemples, dans le domaine de la dépendance, on essaie de trouver des métiers de prendre des métiers qui ont des vraies résonances aujourd'hui dans des enjeux de développement des compétences. On pourrait prendre d'autres exemples. On fait des communs. Et la question qu'on se pose, c'est, on sait bien que pour construire son ingénierie pédagogique, le formateur, il a besoin de pouvoir composer la progression pédagogique qui est liée à la diversité des apprenants, d'où ils viennent, quels sont leurs prérequis, est-ce que certains en ont, d'autres pas, leur niveau de départ, parfois leur âge aussi, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et donc, on ne peut pas avoir un modèle unique, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire le parcours Tartampion, je ne sais pas lequel je pourrais citer, Elisabeth, mais peu importe, le parcours Tartampion, c'est forcément, il démarre par un module comme ci, ensuite il a un module comme ça, à l'étape 3, et donc forcément à la xème heure, il y a un module immersif qui est comme. Évidemment, c'est pas ça. Et ça ne peut pas marcher. Ça va dormir sur étagère et on va financer des choses qui non. L'idée, c'est d'avoir des modules qui d'abord montrent le potentialité et qui soient ensuite appropriables. On peut prendre des briques, en fait, les composer, les mettre dans un autre sens, les utiliser. Et donc, c'est un peu la condition. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces pilotes, on a pris des professionnels, métiers, mais aussi d'ingénieurs de formation, qui viennent de plein d'horizons différents. Pour que ça réponde, et vraiment presque des horizons, je ne sais pas s'il faut dire contradictoires, mais vraiment très opposés dans leurs approches pédagogiques. Pour que, en fait, on puisse produire des choses qui soient suffisamment flexibles, adaptables, pour que, en fait, le formateur puisse le recomposer dans l'ordre qu'il veut. Quitte à ce que ce soit débile à la fin, mais ça, c'est sa responsabilité. Je vais jusqu'au bout de la caricature. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le plus intelligent possible, et a priori, c'est ce que font les formateurs. Mais ça lui appartient, et donc il doit pouvoir le recomposer. Alors bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, il y aura sans doute des limites. Notre optique, c'est quand même de le poser. On pose des nouveaux objets au milieu du village, on reste dans la question du tiers-lieu et de la proximité. Et donc les formateurs vont le considérer en se disant, mais peut-être qu'ils l'utiliseront pas à la fin, ce module immersif. Mais ils se diront, en fait, c'est possible. Alors ça correspond pas à mon profil pédagogique de mes apprenants, mais en fait, on pourrait le faire et ça peut donner des idées. Et l'idée, c'est, nous, on veut transformer par plein de bourgs. Il faut évidemment accompagner les organismes de formation et les CFA à transformer leurs pratiques. On va les accompagner, on va financer de l'accompagnement. Mais on a vraiment, moi, j'ai cette conviction qu'il faut poser au milieu de la place du village des objets nouveaux, différents, par ailleurs un peu coûteux, parce que ça coûte encore un peu cher de faire des communs numériques, notamment immersifs. Et pour qu'on se dise, mais ok, donc ça existe, ils sont gratuits, en plus on peut les prendre, on peut les utiliser. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que tu donnes une réponse pardon, oui, bien sûr. Le délai. Pardon, Yannick, bien sûr. Le délai, alors heureusement j'ai une souffle juste derrière.
Le délai, on est en train de stabiliser le cadre, hein, donc un peu global, encore une fois, qui ne sera pas un cadre normatif enfermant, hein, et ensuite, il va être aménagé, adapté par le niveau régional. Donc, globalement, a priori, les appels à projets sortiront à la fin du premier trimestre 2022. Ça sortira sans doute de façon échelonnée en fonction des régions. Oui. De façon échelonnée en fonction des régions, je ne sais pas si tout le monde entend. C'est par les régions. Par les régions, au sens territorial, oui, voilà. Des conseils régionaux. Alors, Non, ça va pas dépendre Ça va dépendre des régions. Ça va dépendre des régions. Comme d'habitude, mais ça sera en soit fonction l'État, des soit choses régionales. Voilà, mais en tout cas, ça sera au niveau régional, un appui à NCT, une adaptation. De toute façon, l'ensemble des acteurs sont impliqués, peuvent aménager, compléter, et sorti a priori d'ici la fin du premier trimestre 2022, mais sans doute de façon un peu échelonnée en fonction des régions. Merci Karine. Avant de passer la parole à Frédéric pour relayer les questions, peut-être un mot sur la notion de commun, puisque monsieur a posé la question. Et effectivement, enfin moi, pour préparer cette matinée, je suis tombée sur cette notion de commun, mais j'y étais tombée un peu avant. C'est très particulier, qui se situe entre public et privé. Et ça renvoie à une gouvernance collective, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de propriété publique ni de propriété privée dans un commun, mais une propriété collective. Mais c'est surtout le mode de gouvernance, puisque ce commun a été créé par un collectif, une communauté, et le pilotage revient à cette communauté. C'est ça qui est très très important, et c'est pour ça que les tiers-lieux ont à voir avec la notion de commun, puisqu'en principe, comme l'a dit Karine, les tiers-lieux sont nés de ceux qui ont voulu les créer. Ils répondent à un besoin local, territorial, spécifique, et en principe, les tiers-lieux sont collectivement pilotés, gouvernés. La notion de gouvernance est importante. Voilà. Alors, je te passe la parole pour les questions. Je vais relayer. Alors, il y a plusieurs questions sur le chat. Je vais évidemment pas tout relayer, d'autant qu'un certain nombre sont plutôt opérationnels et que l'on aura la possibilité d'y répondre un peu plus tard dans la matinée. Par contre, il y avait deux questions qui me semblaient intéressantes. La première d'Aurélien Gauchon, qui interviendra tout à l'heure. Je vous l'affiche à l'écran. Considérez-vous les lieux du mouvement sportif, de l'éducation populaire et de la vie culturelle comme des lieux créateurs de liens qui peuvent aussi jouer un rôle dans la dynamique qui sera soutenue par le Haut Commissariat? Et puis, une autre question qui se rapprochait de cela. Comment associer les mouvements d'éducation populaire à cette démarche? Dans l'idée que, effectivement, on parle nouveaux lieux, nouveaux liens, sachant que créer du lien, c'est déjà l'objet de nombreux acteurs qui sont les acteurs de l'éducation populaire. Et Olivier Lasvergas, qui est ici présent, ne me dira pas le contraire. Quelle est la place de ces acteurs de l'éducation populaire dans le déploiement des solutions que vous proposez? Merci beaucoup pour la question. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un déplacement virtuel. On apprend à faire des choses un peu, un peu étranges. Je devais faire un déplacement pour aller rencontrer des acteurs qui sont porteurs de projets d'un de nos appels à projets 100% inclusion, donc destinés vraiment à des publics très éloignés de l'emploi, pour les repérer, les remobiliser et les accompagner vers l'emploi dans des nouvelles approches qui justement doivent sortir des sentiers battus, des approches académiques, etc. Bon. On a des très beaux projets dans le cadre du 100% inclusion. Vraiment, à chaque fois, c'est beaucoup de... Enfin bref, il y a des choses qui, en termes de politique publique, qui s'inventent dans ces appels à projets. Je trouve qu'on a un travail de capitalisation systématique des actions que nous sommes en train de conduire et déployer dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. C'est essentiel parce qu'il y a vraiment des choses incroyables, en fait. Et parfois, encore une fois, des petites choses, des choses qui ont l'air de rien, mais que nous souhaitons capitaliser dans une optique d'essaimage. Je vais dire pas une bêtise, mais il y a un des acteurs qui est du 100% inclusion qui me disait, mais en fait, on s'est rendu compte dans le quartier, c'était dans le territoire d'outre-mer, que l'un des acteurs sur lequel il fallait qu'on s'appuie pour faire du repérage de publics bien visibles, c'est le kebab du coin. Et donc, bien sûr que nous, quand on pense repérage, les acteurs de la mission, bon bref, je caricature, hein, les acteurs sportifs, etc. Lui, il nous dit, donc c'est vrai, je dis, c'est parfois des petits riens, ce travail de capitalisation. Dans le quartier, si on passe pas par le kebab,
on rate une partie du public jeune qui vient plus pousser la porte d'une institution. Bon, je ferme ma parenthèse, mais juste, ça me fait vraiment plaisir d'en parler parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ce volet. Et donc, je parlais avec cet acteur. Donc, on a un projet 100% inclusion, je devais aller faire un déplacement. Vous allez voir où je vais en venir, hein, j'essaie quand même de répondre à la question. Et qui porte un très beau projet d'inclusion par le sport. Donc, comme la période ne permet pas tellement de déplacer, en tout cas, nous, on respecte évidemment, comme je suis sur tous, de façon très stricte, les consignes de télétravail. Voilà, bon. Donc, on n'a pas, évidemment... Et donc, j'ai fait un déplacement virtuel. Et je discutais avec ces éducateurs sportifs qui portent ce projet d'inclusion par le sport et qui disaient, Madame Seller, vous avez des projets pour faire du aller vers, aller à la rencontre de ceux qui ne poussent plus la porte de nos institutions, aller à la rencontre, les remobiliser, aller là où ils sont, comme ils sont. Et ils me disaient, mais nous, on est déjà vers. Alors, pardon, parce que la phrase est sans doute pas très juste grammaticalement, mais j'ai trouvé ça vraiment particulièrement juste. Et donc, ils m'ont répété plusieurs fois, nous, on est déjà vers. C'est-à-dire que là où vous voulez aller, nous, on y est, dans notre quotidien, tous les jours. Comme le kebab, d'ailleurs. Hein. Sauf que, bon, c'est pas forcément la mission. Mais voilà. Et donc, la question, c'est aussi comment est-ce que dans tous ces projets, on s'appuie sur ceux qui sont déjà verts. Voilà. C'est une façon de répondre à cette question. Donc, évidemment, quelle est la place du mouvement sportif, d'un certain nombre d'acteurs qui sont déjà verts, qui sont déjà en contact avec ces publics. On pourrait en citer plein d'autres, hein, que l'éducation populaire ou le mouvement sportif. Évidemment, c'est essentiel de s'appuyer sur ces acteurs-là et de faire alliance. Ça veut dire aussi, et c'est l'une des forces de nos appels à projets, notamment 100% inclusion, c'est de sortir aussi, c'est difficile pour nous, mais des cloisonnements des financements actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des financements. Nous, on finance, nous, on est au ministère moi, je suis rattachée à la ministre du Travail, ministère du Travail, on a légitimité pour intervenir sur des politiques publiques qui relèvent de l'emploi, d'ailleurs, l'insertion, c'est un périmètre de la ministre, le travail, évidemment. Mais on sait que pour une partie des publics plus éloignés de l'emploi, donc là, on est un peu plus loin que les tiers-lieux, mais quand même, c'est un petit peu le même sujet, quoi. Pour ces publics-là, on doit avoir des réponses qui mixent. En fait, il faut arrêter de prendre les gens dans des compartiments et de les découper par bouts de saucisson. En fait, quand les gens, ils ont des vulnérabilités qui peuvent tenir un peu à des problèmes de santé, d'inclusion sociale et professionnelle. Et donc, si on ne prend pas l'ensemble de ces problématiques d'hébergement, de logement, de différentes natures, d'addiction parfois, enfin peu importe. Et puis, c'est pas forcément des choses dramatiques à chaque fois, mais c'est d'empilement de. Et donc, si on ne prend pas les problématiques de façon complémentaire, on passe à côté du sujet. Et donc, ce que permet cet appel à projet 100% inclusion notamment, c'est qu'on décloisonne les approches. On a dit, faites du consortium, allez voir les acteurs avec lesquels vous ne travaillez pas habituellement. Et donc, on a plein de projets qui impliquent le mouvement sportif. On a un certain nombre de projets qui impliquent l'éducation populaire. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des tiers-lieux qui s'appuient sur cet acteur-là? Évidemment. Je ne suis pas certaine qu'ils portent seuls la réponse, comme dans le cas de nos appels à un projet. La question, c'est comment est-ce qu'on fait alliance? Mais en tout cas, nous, on n'a pas défini. Il n'y aura pas dans le cahier des charges, dans l'espèce de cadre, enfin, ce n'est pas un cahier des charges, mais dans le cadre de référence, quelque chose qui va définir strictement les acteurs qui peuvent répondre, ceux qui ne peuvent pas, et Au contraire, c'est exactement la philosophie inverse. Il y aura plutôt même l'affirmation qu'il faut travailler en alliance, des logiques de groupement, pas tout seul. Nous, on voit bien des choses qui impliquent des tiers-lieux et des organismes de formation, des réseaux d'organismes de formation, enfin voilà, au sens très large du terme, et d'autres types d'acteurs. D'ailleurs, les tiers-lieux nous l'ont très bien dit, hein, il faut éviter. Eux, ils nous disent on est l'underground. Donc, je me rappelle d'un échange très riche avec le réseau des tiers-lieux qui nous disent il ne faut pas que le underground, donc ce que nous on est vécu comme étant ça, vienne nous dire comment on le fait et où on le fait. Donc il faut voilà. Et puis dernière chose, je le redis, nous on rêve aussi que ce projet-là permette de couper la cassure, enfin la frontière, entre formation initiale et formation continue. Il faut que tout ça essaime, il faut qu'enfin on puisse ouvrir un peu les portes et les fenêtres de tout ça. Merci beaucoup. Il est 10h07, je ne sais pas si vous avez encore le temps ou pas, mais si ce n'est pas le cas, on s'arrêtera ici. Merci encore de votre intervention.
que l'on peut applaudir. Merci beaucoup. Donc, merci de votre invitation sur cette matinée tiers-lieu formation, tiers-lieu lieu d'apprentissage. Merci Madame Seller pour tous vos mots qui rejoignent complètement la philosophie, en tout cas portée par les acteurs. Donc moi je suis déléguée générale de France Tiers-lieu, une association, en quelques mots avant de rentrer dans le sujet, une association qui a été créée fin 2019 suite au premier rapport qui avait été remis au gouvernement de Patrick Lévitz, qui est président de l'association. Ce premier rapport faisait état de l'émergence de ce mouvement dans les territoires. Il avait une coloration plutôt numérique, puisqu'à l'origine, c'était de voir comment l'arrivée du numérique dans les territoires permettait de transformer, modifier l'accès au travail, d'où le développement des espaces de coworking. Et puis en faisant le tour des territoires, des régions, des initiatives, le rapport a fait le reflet d'un mouvement beaucoup plus large que celui de ces espèces de coworking, celui qu'on a nommé des tiers-lieux, qui regroupe toute une diversité d'acteurs au-delà des espaces de coworking, qu'on nomme Fab Lab, Makerspace, Friche culturelle. Voilà, tous ces lieux ont en commun, ce que je vais essayer de vous raconter dans quelques instants. Et puis on a remis un dernier rapport, enfin un nouveau rapport l'année dernière, fin août, effectivement au Premier ministre, qui a permis de réaffirmer en fait le fait qu'on n'était pas face à un mouvement émergent, mais bien un mouvement construit, solide, qui est un réel phénomène de société dans les territoires, puisqu'on est à un nombre aujourd'hui de près de 3500 tiers-lieux. On estime à 3500 tiers-lieux en 2022. On était à 2000-2500 l'année dernière, et on a une croissance effectivement assez forte de ces initiatives citoyennes à l'origine, et puis évidemment accentuées par la crise, et vous comprendrez pourquoi. Alors, je vais reprendre les mots de tout à l'heure sur effectivement l'origine du mot tiers-lieu. Donc, effectivement, c'est un concept qui est anglais, qui vient d'un sociologue américain, Ray Oldenburg, à la fin des années 80, qui donc pose ce concept de third place, donc la first place étant le lieu où on vit, donc le lieu du domicile, et puis la second place, le travail. Et entre le lieu de domicile et le lieu de travail, en fait, on avait peu de lieux de sociabilisation, d'échange, de partage, de lieux informels. Et donc, en fait, ce regroupement en fait, de ces acteurs-là et de ces lieux-là a pris le nom de third place et a été conceptualisé en fait comme ça. On est dans une époque où en fait beaucoup de déplacements se font entre vraiment sa first et sa second place, et on est dans des mouvements pendulaires et migratoires. Voilà. Et donc naît cette idée que l'on a besoin de recréer des third places, des lieux où on recrée des espaces conviviaux et de sociabilisation. Donc, on a essayé de poser quelques mots sur ce qui fait tiers-lieu. C'est pas une définition, puisque c'est plutôt un concept, presque une démarche, on pourrait dire, une démarche tiers-lieu, puisqu'on essaie aussi de casser peut-être les codes du lieu. Oui, c'est un lieu, mais ce n'est pas forcément 4 murs, des chaises, une table. C'est bien autre chose. C'est une incarnation, en fait, d'une démarche qui se construit autour de l'idée de partage et de mutualisation. Mutualisation des espaces, des biens, des compétences, et la volonté de faire vraiment des projets en commun. Donc, dans mes 3 bulles sur comment on peut effectivement peut-être poser une idée de définition d'un tiers-lieu, à l'origine, il y a toujours un collectif d'acteurs. C'est un mouvement citoyen à l'origine, donc ce sont des citoyens qui se mettent ensemble pour porter un projet. Donc un collectif d'acteurs entrepreneurs, puisqu'il y a bien l'idée de porter un projet ensemble. C'est un cadre ouvert. Alors, je vais plutôt revenir sur l'ancrage territorial ensuite. L'ancrage territorial, pourquoi ? Parce que ce projet naît en fait d'un besoin d'un territoire. C'est-à-dire qu'on aura autant de définitions de tiers-lieux que de tiers-lieux dans les territoires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une variété d'activités dans les tiers-lieux, parce que ces activités vont correspondre tout simplement aux besoins du territoire. Donc ça peut être autant effectivement éviter les déplacements et donc recréer un espace de travail partagé, donc là où il faut faire 30 km pour aller travailler. Ça peut être autant un jardin partagé pour construire collectivement un besoin d'autonomie alimentaire sur un territoire. Ça peut être une friche culturelle dans le milieu rural, puisque effectivement il y a un accès à la culture trop complexe, donc des acteurs se mettent ensemble pour développer une activité culturelle dans un territoire. Donc voilà, c'est réellement relié à un besoin du territoire. Il y a un cadre ouvert qui favorise la contribution et les projets en commun.
Et là, ça rejoint le sujet de la gouvernance. Ce sont des lieux où la gouvernance est partagée, où même les usagers, les utilisateurs, les résidents, ceux qui passent même dans un tiers-lieu peuvent avoir voix au chapitre sur les projets qui s'y font. Et donc ça, c'est réellement un critère assez important de ce qu'on entend par la définition de tiers-lieu, de se dire que chacun est libre d'arriver dans cet espace avec un projet et le cadre doit l'aider à développer son projet personnel et l'encourager justement à développer un projet collectif en lien avec les autres résidents utilisateurs du tiers-lieu. Donc cette notion du faire ensemble, elle est vraiment au cœur de toute dynamique. Et c'est pour ça qu'on va plutôt considérer que être tiers-lieu, un lieu où effectivement on a un cadre convivial, une animation qui va justement favoriser ces projets collectifs, les rencontres, les partages, l'entraide au sein de la communauté. Et à contrario, je vous ai mis de l'autre côté ce qui pour nous n'est pas tiers-lieu, puisqu'il n'y a pas justement ce supplément d'âme qui va être tout ce qui est centre d'affaires, pépinière, incubateur. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des incubateurs dans les tiers-lieux, mais c'est ce côté très fonctionnel en fait. Vous voyez bien qu'il y a au-delà en fait des espaces, des équipements et du fonctionnel, une volonté vraiment d'être sur une animation de communauté. Donc j'ai repris quelques chiffres qui sont issus du rapport de l'année dernière, donc des chiffres qui sont issus de 2019, d'un grand recensement qu'on a fait en 2019, pour vous donner à voir un peu la réalité du phénomène des tiers-lieux aujourd'hui en France. Donc on était à 1800 au moment du premier rapport en 2018, comme je vous disais 2000-2500 l'année dernière, et donc on estime qu'on sera, même, je pense qu'on sera presque proche de 4000 tiers-lieux, vu le nombre de porteurs de projets qui nous sollicitent pour développer un lieu sur leur territoire. En termes d'activité, on a une surreprésentation des espaces de travail partagés. En fait, les lieux cumulent les différentes activités. Donc ça veut dire que souvent, effectivement, dans un tiers-lieu, on a un espace de travail partagé. Ça permet aussi de leur permettre d'équilibrer leur modèle économique, puisqu'on est sur aussi de la location d'espace, de la location de bureaux. Donc c'est une activité en tout cas qu'on retrouve assez en transverse. Ensuite on a donc un tiers de Fab Lab, d'activités de fabrication. On a des tiers-lieux culturels, on a des ateliers partagés artisanaux, et j'y reviendrai après puisqu'on a lancé aussi un programme de soutien à ces lieux qui mutualisent des espaces de production partagés pour une communauté plus de professionnels. On a des cuisines partagées et on a un phénomène qui émerge qui sont les tiers-lieux nourriciers. Donc des tiers-lieux qui sont basés sur du partage d'espaces de terres agricoles et qui donc réunissent des communautés de néo-agriculteurs dans ces espaces tests. On était précédemment sur une majorité en métropole, et là le nouveau recensement nous a fait basculer. On a maintenant une majorité de projets en dehors des métropoles. Alors ça a sûrement été accéléré aussi par le soutien de l'État et le fait que l'État ait labellisé des lieux et en tout cas financé des lieux qui sont sur des territoires prioritaires, donc territoires ruraux et quartiers prioritaires de la ville. Et pour vous donner un peu une idée de la fréquentation, donc on estime qu'on a 2,2 millions de personnes qui viennent travailler dans un tiers-lieu, qui viennent développer un projet ou une activité. 150 000 qui travaillent là vraiment quotidiennement, donc en résidence. Et on a plus de 4 millions de personnes qui participent à un événement culturel dans un tiers-lieu. Donc c'est des lieux qui brassent largement et qui sont fréquentés. Je pourrais revenir sur les modèles économiques parce que ce sera une de vos questions. On est sur des modèles économiques hybrides, à la fois publics et privés. Nous, en 2019, on avait une répartition assez égale, 50% de recettes en propre via de la location d'espace, via des événements culturels notamment, et puis 50% qui vient de la puissance publique, puisque ce sont des lieux qui sont engagés dans des activités d'intérêt général, donc qui sont soutenus par les régions et par les communes notamment, et puis évidemment un peu par l'État avec les programmes qu'on a pu lancer ces derniers temps. Je reviens pas sur tout ce qu'on a pu dire dans le rapport de l'année dernière. Donc on a balayé en tout cas 10 thématiques pour démontrer le rôle du tiers-lieu, des tiers-lieux sur chacun des grands enjeux sociétaux, que ce soit autour de l'alimentation, de l'écologie, de la culture.
Je vais faire un zoom sur la partie travail, emploi et formation qui nous intéresse et nous réunit aujourd'hui pour vous donner quelques chiffres qu'on a pu observer. Donc sur la partie, voilà, sur le travail, bon, comme je le disais, une large fréquentation de personnes qui viennent pour y développer une activité, un projet. On est sur toujours des dynamiques de travail collectives. Les principales raisons d'être des tiers-lieux, quand on les interroge, c'est vraiment d'encourager à travailler ensemble, à œuvrer ensemble, à développer des projets collectifs, à explorer collectivement. Donc ça, c'est vraiment un discriminant assez fort. Et puis des lieux, évidemment, mobilisés sur la partie télétravail. Sur la partie, sur la formation, alors on avait nommé, nous, dans notre questionnaire, le sujet en tant que formation. C'est sûrement un abus de langage, c'est pour ça que j'ai mis plutôt l'apprentissage au cœur de leur démarche. En tout cas, on voit qu'on a une large majorité de lieux qui nous disent être mobilisés sur ces actions de formation et d'apprentissage, notamment informelles, puisque c'est peut-être trop petit, mais on a posé vraiment la question du type de formation qui était fait, et on a une large majorité qui nous dit, nous, de toute façon, c'est notre raison d'être, le fait d'accompagner les gens à, effectivement, être en capacité de faire seul. Donc, il y a vraiment une logique d'apprentissage dans le lieu, que le lieu devient un outil, finalement, d'apprentissage, notamment quand on parle des Fab Labs. Aujourd'hui, quand on est même un individu sans forcément être résident d'un Fab Lab, quand on va dans un Fab Lab, en fait, on nous accompagne à utiliser les outils pour faire seul. L'idée n'est pas d'être tout le temps mentoré, tutoré, mais vraiment d'être mis en capacité de. Donc c'est pour ça que par essence, voilà, c'est des lieux d'apprentissage. Et dans les types de formation, on a une surreprésentation plutôt des formations numériques, médiation numérique, fabrication numérique. On a aussi l'entrepreneuriat et l'intelligence collective. Bon, c'est lié aussi à l'ADN des tiers-lieux qui sont par essence numériques, mais comme je vous le disais, on a de nouveaux modèles qui arrivent sur les questions agricoles, alimentaires notamment. Donc ça se diversifie. Des lieux d'insertion et de remobilisation vers l'emploi. Alors j'essaie de faire ça le plus illustré possible pour vous donner à voir quelques exemples concrets de terrain. Je n'ai pas de chiffres sur ce sujet-là parce que ce n'est pas effectivement des questions qu'on avait posées. En tout cas, on a beaucoup d'expérimentations qui sont faites dans les territoires, de liens entre les tiers-lieux et les acteurs de l'insertion. Madame Seller parlait tout à l'heure du 100% inclusion. On a des tiers-lieux qui sont mobilisés, qui sont dans des projets 100% inclusion. Par exemple, le projet Territoire partagé qui est en Normandie, en bas à gauche, qui est un consortium de plusieurs acteurs. Donc, c'est 3 tiers-lieux mobilisés autour d'acteurs d'éducation populaire. Je pense que vous connaissez la Cravate Solidaire, l'école de la deuxième chance, bien sûr, et qui, ensemble, en fait, vont réfléchir à la co-construction de parcours pour aller détecter les invisibles et pas forcément détecter d'ailleurs, parce que certains des acteurs du consortium sont en lien, sont déjà, comme on disait tout à l'heure, vers ces acteurs, et pour réfléchir à qu'est-ce qu'on leur propose en termes d'expérience. Et c'est là où les tiers-lieux deviennent intéressants, parce que ce sont des lieux d'expérience qui vont permettre à ces personnes qui ne sont pas dans les chemins académiques, de pouvoir tester des choses dans des lieux différents, que ce soit de la fabrication numérique, que ce soit une activité culturelle ou que ce soit encore des activités sportives, puisqu'il y a une association sportive aussi qui fait partie du consortium. Donc il y a vraiment cette logique de parcours et comment ensemble, en fait, on réfléchit à un parcours et quelle place a le tiers-lieu dans ce parcours. La maison de Montreux aussi est très engagée avec Baluchon, qui fait donc chantier d'insertion par l'activité sur les questions de cuisine. Et donc là, le lieu vient vraiment s'inscrire comme à la fois un laboratoire d'expérimentation aussi pour ces personnes, et puis un lieu de commercialisation, puisqu'ils ont une cantine partagée. C'est un café-cantine, donc qui permettent aussi d'avoir le lien avec le public extérieur. Et puis il y a des expérimentations en Nouvelle-Aquitaine avec Pôle emploi, aussi sur les questions de remobilisation vers l'emploi, avec des ateliers qui sont organisés dans les tiers-lieux. Puisqu'il y a un public, parmi le public des tiers-lieux, évidemment, c'est un public assez diversifié, et on a
des personnes aussi en demande d'emploi, donc qui sont aussi lieux de fréquentation naturelle en fait des publics qu'on cherche parfois à cibler. La médiation numérique est lieu d'apprentissage numérique. Comme je disais tout à l'heure, voilà, le numérique fait un peu partie de l'ADN des tiers-lieux. On a beaucoup de lieux qui, par les outils numériques, font de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire comment remettre aussi le numérique au service de l'apprentissage, et en même temps qui font énormément d'inclusion numérique par des pratiques nouvelles. Et ça, c'est ce qu'on a essayé d'explorer aussi avec un partenariat avec Pôle emploi, de mettre en place des parcours de médiation numérique dans les tiers-lieux pour, par le faire, en fait, par la pratique, développer des compétences numériques. Et il y a un exemple très intéressant sur des ateliers de cuisine, puisqu'on a fait une expérimentation avec un tiers-lieu qui est une cuisine partagée, où en fait, par la pratique de la cuisine, on a fait monter en compétence tout un petit groupe, puisqu'on demandait de documenter en fait toute la pratique via un Word pour taper la recette, ensuite envoyer les choses sur les réseaux sociaux. Donc c'est une approche toujours assez ludique et par le faire. Je continue mon petit panorama des typologies de tiers-lieux et des activités qu'on peut y faire et de leur lien avec l'apprentissage. On a toute une catégorie de tiers-lieux qui sont des espaces de fabrication partagés. Donc la moitié même des tiers-lieux qui aujourd'hui sont des lieux de fabrication. Alors dedans on a tout ce qui est Fab Lab et ce qu'on appelle aussi les makerspace, donc les ateliers de fabrication partagée, qui sont souvent plutôt des plateaux techniques pour le coup, qui permettent d'offrir un cadre de travail à une communauté de professionnels. Et c'est un programme qu'on a poussé notamment suite à la crise, puisque pendant la crise, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de tiers-lieux qui avaient fabriqué du matériel médical. Voilà, donc visières, masques, surblouses, même des composants pour les hôpitaux, des valves, des respirateurs. On a certains tiers-lieux aussi qui ont prototypé des formes de respirateurs low-tech, voilà, qui ont permis de faire avancer aussi les réflexions sur ces méthodes de fabrication. Et donc, fort de ce constat, en fait, on s'est dit qu'il y avait là un réel potentiel dans les territoires de production. Et on a appuyé, avec un soutien du gouvernement de 30 millions, le développement de ces tiers-lieux productifs. Et au sein de ces lieux-là, puisque c'est des lieux aussi, évidemment, de savoir-faire, enfin de mise en avant des savoir-faire et des pratiques. Donc, on met dans le cahier des charges, justement, des manufactures de proximité, qui était le nom un peu marketing pour ces tiers-lieux de production, le fait de travailler des programmes de formation en lien avec des organismes de formation dans leur territoire, sur des métiers, sur des filières spécifiques. Puisque parmi les filières, on a autant les filières du bois, du métal, beaucoup du textile, puisque cette idée d'atelier partagé autour du textile est évidemment assez intéressante dans les territoires pour revaloriser des pratiques aussi de production. Et donc on a cette activité de formation qui est au cœur du modèle. Donc l'appel à projet d'ailleurs est encore en cours. Il y a 20 premiers lauréats qui ont été annoncés il y a un mois. Et donc en tout cas, nous on accompagne en fait ces projets et on les accompagnera en tout cas à développer ce volet de formation en lien avec les acteurs du territoire. Et puis quelques chiffres, mais je ne vais pas m'attarder sur la partie agricole et alimentaire pour vous dire que c'est des lieux qui sont engagés faire face aux transitions et aux enjeux de société. Donc évidemment, ce sont des lieux de plus en plus engagés sur la question de l'alimentation durable, que ce soit par des ateliers de sensibilisation du grand public ou que ce soit même justement dans les tiers-lieux nourriciers par la relocalisation de la production aussi alimentaire. Donc on a un exemple, notamment le Sentier de Singe à côté de Toulouse qui lui, son activité, c'est vraiment de mettre à disposition des espaces tests agricoles pour former, incuber des néo-agriculteurs. Et donc, ils les accompagnent aussi sur leur modèle économique, sur notamment des montages de coopératives qui redeviennent des modèles intéressants quand on est sur des petites exploitations. Donc, en quelques mots, si on devait retenir un peu des grandes idées autour de... alors,
pas ce que sont forcément les tiers-lieux, mais ce qu'ils peuvent apporter aussi pour vous. Donc un maillage territorial évidemment en hyper proximité. Quand je dis 3000 à 4000 tiers-lieux, voilà, on est sur un maillage qui commence déjà à peser dans les territoires. Généralement, justement là où il n'y a pas d'infrastructure, puisque l'idée c'est qu'ils naissent dans un territoire où il y a un réel besoin. Des lieux réellement d'expérimentation. Il n'y a pas de cadre prédéfini à un tiers-lieu. L'idée c'est que même l'activité qui a un jour, un an plus tard, ne soit plus là parce qu'elle ne correspond plus à un besoin du territoire, mais qu'elle donne naissance à autre chose. Donc il y a vraiment cette idée d'être très libre en fait dans ce qu'on y fait. Et les acteurs de la coopération, tous les exemples que je vous ai montrés précédemment sont des exemples où le lieu n'est jamais seul sur le portage d'un sujet. C'est toujours en coopération avec les acteurs du territoire. Il naît dans un territoire jamais aussi de façon isolée. Il est toujours en lien avec une collectivité territoriale, avec les acteurs associatifs du territoire. Et c'est ça qu'on cherche à encourager, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire ensemble. C'est comment justement on renforce ces coopérations. On a des lieux par essence qui sont des lieux d'apprentissage. Donc comment on travaille ensemble à imaginer de nouveaux parcours, à imaginer de nouveaux modèles pédagogiques. J'aurais dit de lieux d'expérimentation. L'idée c'est de tester des choses, d'utiliser les tiers-lieux pour tester des choses. Voir faire et défaire et refaire. Il y a vraiment cette idée d'être sur un terrain de jeu souple. Et j'ai pris un exemple pour finir de coopération justement qui est né là en Nouvelle-Aquitaine avec la coopérative tiers-lieux, qui est le réseau régional qui donc accompagne la structuration des tiers-lieux, l'émergence des tiers-lieux sur le réseau, sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc ils sont assez en avance, la coopérative tiers-lieux, sur toutes les questions de formation, et donc ils travaillent depuis un certain temps avec l'Eurofa. Ils viennent de mettre en place un projet de collaboration autour d'un consortium qui les réunit, eux, mais pas seulement eux. Ils ont aussi allé chercher des acteurs de l'insertion professionnelle et des acteurs de l'éducation populaire pour repenser justement des parcours. Donc comme vous voyez, le cadre est assez ouvert. L'idée, c'est vraiment de susciter la coopération de façon aussi très locale, donc de mettre en relation un tiers-lieu avec un organisme de formation et de les aider à co-construire des dynamiques et des parcours. Et évidemment, l'idée derrière, c'est de capitaliser sur tout ça. Donc, il y a ainsi un volet de documentation de la pratique pour pouvoir partager, mettre en commun les pratiques et s'aimer plus largement. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'on doit retenir, c'est cette idée de faire ensemble et de faire ensemble au-delà de la communauté du tiers-lieu. C'est vraiment de faire ensemble avec tous les acteurs du territoire et les acteurs économiques aussi. J'avais quelques mots sur France Tiers-Lieu. Ah, vous pouvez, hein. Oui, c'était surtout pour vous dire que donc nous, dans nos missions, on a la professionnalisation des acteurs, donc comment en fait on travaille. Il y a plein de sujets juridiques, réglementaires, puisqu'on est sur des acteurs par définition hybrides, donc qui ne rentrent dans aucune case. Donc vous pouvez bien imaginer qu'administrativement, c'est pas évident. Donc on essaie de les aider, de les accompagner, en essayant de faire bouger les lignes pour faire en sorte que ces acteurs aient des facilités plus légales ou administratives, fiscales. Il y a plein de sujets sur lesquels on travaille dans cette idée de professionnalisation. L'animation des réseaux et des communautés d'acteurs, donc on est une association nationale, donc on anime notamment les fabriques de territoire qui sont les tiers-lieux labellisés par l'État, les manufactures de proximité dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis on a favorisé l'émergence la structuration dans les régions d'acteurs référents locaux. Donc là, on a des réseaux maintenant constitués dans chacune des régions qui nous permettent justement d'aller travailler plus finement à un niveau local et d'accompagner les porteurs de projets. Observatoire des tiers-lieux, donc comme vous l'avez vu suite au recensement de 2019, on va continuer en fait à faire ce travail d'objectivation du mouvement. Soutien à l'outillage, nous, les sujets de commun, c'est par essence en fait notre activité, puisque un tiers-lieu est un commun. Et donc on travaille aussi à la mise en commun de tout ce que font les tiers-lieux pour justement créer des centres de ressources, de partage et de transfert de savoir et de compétences.
Et développement des partenariats, bon, voilà. Donc, c'était surtout pour vous dire que territorialement, on a des relais, on a des acteurs qu'on structure, et c'est avec eux d'ailleurs qu'on va travailler sur le déploiement de l'appel à projet, pour être sûr que cette coopération dont on parle, elle soit réelle et pas simplement un vœu pieux au niveau national. Je lisais que dans vos missions aussi, vous aviez la mission de créer une filière des tiers-lieux. Ce sera intéressant d'y revenir parce que c'est une filière professionnelle, donc des tiers-lieux. Je me suis posé la question, c'est quoi je connais la filière automobile, oui, la filière de la construction mécanique, oui, mais la filière des tiers-lieux, je me suis dit, alors là, il y a des éléments qui permettent déjà d'identifier la constitution d'une filière, mais en même temps, ce sont des objets tellement diversifiés. Qu'est-ce qui va les réunir et faire l'intérêt commun? Alors, effectivement, le mot filière est sûrement un abus de langage de notre part. En tout cas, quand on parle de filière, c'est le fait déjà qu'on appuie le développement de la formation au métier des tiers-lieux et à la reconnaissance des métiers qui existent dans les tiers-lieux. Il y a un métier qui se développe, qui est le métier de facilitateur de tiers-lieux, qui est la personne qui va être le gestionnaire et l'animateur du tiers-lieu. Aujourd'hui, les blocs de compétences sont inscrits au répertoire spécifique, exactement, mais il n'y a pas encore de métier qui est reconnu. Donc ça, c'est un objectif. Et puis, de reconnaissance aussi, peut-être, sans parler de métier, mais des compétences nouvelles qu'on développe justement dans ces lieux de partage, de mise en commun. Même si on est sur des métiers déjà existants, en fait, on n'exerce pas son métier de la même façon quand on est dans un tiers-lieu que quand on est dans un lieu plus traditionnel. Je pense au métier de la culture, par exemple, puisqu'il y a vraiment un enjeu, justement, de favoriser ce collectif et de mettre en mouvement ce collectif et de développer des projets en commun. Et ça, ce sont des nouvelles compétences. Donc, quand on parle de filière, c'est un peu essayer de cartographier et de mettre en commun ces dynamiques-là. Voilà. Puis après, on a plein de sujets techniques sur les conventions collectives, où autant de conventions collectives que d'activités de lieux, ce qui ne facilite pas la vie des lieux. Donc, on se pose ces questions. Après, on n'a pas encore les réponses. On n'est pas sûr que l'objectif n'est pas de créer une branche professionnelle des tiers-lieux. Je ne pense pas, parce qu'on est tellement transverse que ça n'aurait pas non plus de sens. Oui. Voilà. Oui, mais bon, ça se discute puisqu'il y a beaucoup de métiers. Par exemple, le métier de secrétaire a évolué ces 30 dernières années et il y a autant de secrétaires différentes dans le bâtiment, dans l'industrie. Donc, il y a quand même une fédération des secrétaires. Il n'y a pas une branche. Voilà, et c'est un peu le sens. Voilà, on ne s'appelle pas fédération des tiers-lieux, mais l'idée, c'est qu'il y a un mouvement et une mise en commun, en tout cas, des sujets transverses à leurs activités et comment on lève ces freins-là, sans forcément, effectivement, peut-être inscrire une branche. Mais c'est des sujets, en tout cas, qu'on a sur la table. Merci, on y reviendra. Alors, est-ce qu'on ouvre des questions, Frédéric? L'organisation de la matinée se faisait de cette façon-là. On va y rester. Il y a plein de questions. Nous poserons toutes les questions dans le temps d'échange après la deuxième intervention d'Olivier Gaucherand qui aura lieu après la pause. Je vous propose de garder vos questions en mémoire, d'autant que les questions seront peut-être transversales sur les trois intervenants, Yolène Pou, Aurélien Gaucherand et puis Elisabeth Danzin qui représente le Haut Commissariat. Voilà. Donc, vos questions, gardez-les pour tout à l'heure. Nous pouvons faire une pause